Bonjour au PSI, allez, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous faire démontrer les propriétés de la fonction gamma. Vous en avez déjà démontré une partie lors du chapitre sur les intégrales impropres et on va démontrer le reste. Donc on est à la toute fin du chapitre 13, à la dernière page, on est au grand 3, petit 3, fonction gamma. Donc l'idée est de démontrer toutes les propriétés de la fonction gamma, qu'elle est de classe C infini sur R plus étoile, que gamma de x plus 1 c'est x fois gamma de x, et qu'en particulier gamma de n c'est n-1 factoriel pour des entiers n appartenant à n étoiles. Donc, quelques remarques également en fin de cours. En fait, vous n'avez aucun résultat acquis à retenir sur la fonction gamma. En revanche, c'est un très bon exercice de concours de redémontrer les propriétés ci-dessus. Et on peut démontrer plein de choses en fait sur la fonction gamma qui ne sont pas démontrées ici, mais qui sont dans la feuille d'exercice par exemple. On peut considérer en fait que la fonction gamma c'est un bon prolongement continu de la fonction factorielle, donc au corps des réels. Elle a un comportement qui est sensiblement le même que la fonction, entre guillemets, la suite des factoriels. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la fonction gamma? La fonction gamma, vous le savez, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x moins 1 fois exponentielle de moins t dt. Donc ça, c'est défini pour des x réels, et en fait, l'intégrale ne converge pas nécessairement pour tous les x réels. Et quand on regarde la propriété, en fait, on s'aperçoit qu'il va falloir démontrer qu'elle est de classe C infini sur R plus étoile, donc a priori pour des x qui soient strictement positifs. Donc, on va déjà regarder, pas tout de suite si elle est de classe C infinie, mais si déjà elle est définie. On fera la classe C infinie tout d'un coup, et on démontrera aussi les propriétés qui sont à les égalités énoncées. Alors, l'ensemble de définition de cette fonction gamma. Alors, il s'agit d'une intégrale, donc une intégrale impropre. Ici, x est un paramètre, donc on a un problème d'intégrabilité. On n'a plus qu'à définir une fonction f de x et de t, qui est donc la fonction sous l'intégrale, qu'on appelle l'intégrande. Et vous voyez qu'on a besoin de définir ceci pour une variable x dans 0 plus l'infini, une variable t dans l'intervalle d'intégration 0 plus l'infini. Vous remarquerez qu'il y a potentiellement un problème d'intégration en 0 à cause de la puissance qui peut être négative si x est un nombre plus petit que 1. Et en général, c'est l'oubli que font pas mal d'étudiants lors des concours quand il y a ce type de questions. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il faut dire. Bien entendu, il faut dire que la fonction sous l'intégrale est continue en la variable t, continue par morceau suffit, mais là elle est bien entendu continue. Et on remarque qu'elle est positive, comme ça les problèmes d'intégrabilité reviendront par équivalence à des problèmes d'intégrale convergente. Alors, comme il y a deux problèmes d'intégrabilité en 0 et en plus l'infini, on va regarder un petit peu déjà le problème en plus l'infini. Alors en plus l'infini, qu'est-ce qu'on a comme type de limite? On a une limite ici qui est infinie, en plus l'infini, et ici on a une limite qui est 0. Par croissance comparée, clairement, même en multipliant par t carré la fonction, on a quelque chose de la forme t puissance alpha exponentielle de moins t qui tend vers 0 pour tout alpha fixé réel. Donc lorsque t tend vers plus l'infini, on a bien quelque chose qui tend vers 0. Donc la fonction ici f, elle est un petit taux de 1 sur t carré, qui est une intégrale de Riemann, une fonction de Riemann intégrable. Donc la fonction f est aussi intégrable dans la variable t. Entre 0 et 1, on va se débarrasser de l'exponentielle. L'exponentielle, donc ici, va tendre vers 1. Donc on va avoir un équivalent qui est quelque chose de la forme t puissance x moins 1. Si on le met sous la forme d'une fonction de Riemann, on va avoir 1 sur t puissance 1 moins x. Et donc c'est intégrable d'après le critère sur les fonctions de Riemann, si et seulement si cette égalité est vérifiée, donc si et seulement si x est positif. Donc la fonction gamma, elle est bien définie uniquement sur R plus étoile, a priori, vu ce que l'on a trouvé, une condition nécessaire et suffisante pour l'intégrabilité en 0, puisqu'elle est intégrable sur 1 plus l'infini, quelle que soit la variable x. Ça, c'était pour l'ensemble de définition. Refaisons maintenant une petite preuve rapide des deux égalités qu'on a sur gamma de x plus 1 et gamma de n. Alors, la méthode classique, c'est donc pour démontrer la première égalité, une intégration par partie.
On va prendre les précautions d'usage, c'est-à-dire que ici on va avoir quelque chose qui va être une variable m qui tend vers qui va tendre vers plus l'infini, et on va faire une intégration par partie. Alors, on pourrait se dire aussi, peut-être que ici, la borne inférieure, je pourrais la remplacer par un epsilon qui va tendre vers 0, de sorte à faire une intégration par partie sur des intervalles. Bon, on va se rendre compte quand même assez rapidement qu'il n'y a pas de problème d'intégrabilité en 0 ici et ici lors de mon intégration par partie. Donc cette intégrale-là converge sur un intervalle qui commence à 0, donc l'intervalle 0. Donc une intégration par partie classique donne cette égalité, et lorsque m tend vers plus l'infini, par passage à la limite, on va obtenir que le crochet ici va s'annuler, tandis que en sortant le x clairement de l'intégrale, vu qu'il s'agit d'une constante, on va obtenir x fois la fonction, l'intégrale ici, qui va bien entendu nous donner à nouveau du gamma de x. Donc, on obtient bien la relation classique, gamma de x plus 1 est égal à x fois gamma de x. Bien entendu, c'est pas tout. Il y a la deuxième formule, et la deuxième formule, normalement, se déduit de la première avec une récurrence triviale, c'est-à-dire que gamma de n plus 1 va être égal à n fois gamma de n, qui lui-même va être égal à n-1, gamma de n-2, etc. Par récurrence triviale, elle est juste à rédiger, on prouve que gamma de n, c'est gamma de 1 multiplié par n-1 factoriel, c'est donc gamma de n-1 factoriel, puisque gamma de 1 vaut 1. Pourquoi est-ce que gamma de 1 vaut 1? Il suffit de remplacer x par 1 ici, et on voit que ce terme-là se simplifie, et donc que gamma de 1 est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la fonction exponentielle de moins t, qui, un petit calcul intégral, donne 1 immédiatement. Venons-en à ce sur quoi on était resté à la fin du cours, c'est-à-dire le fait qu'elle soit de classe C infini. Donc là, il s'agit d'une vérification d'une intégrale définie, d'une fonction définie par une intégrale à paramètres. Donc il s'agit de prouver qu'elle vérifie les hypothèses du théorème de dérivation d'une intégrale à paramètres. On va en faire la liste exhaustive, et puis surtout on va bien détailler la principale, qui est l'hypothèse de domination, ici domination locale, vu que l'intervalle sur lequel on étudie est ouvert en 0, on a clairement de grandes chances d'avoir des hypothèses de domination locale forcément à utiliser. Alors, on applique le théorème, donc on a dit, on commence par lister les hypothèses. Dans un premier temps, on dit que la fonction f, qui est sous l'intégrale, admet des dérivées partielles selon x à tout ordre n. Bon, ça c'est clair, puisqu'il n'y a pas de souci, ce sont bien des fonctions continues en la variable x, et même de classe C infinie suivant la variable x. Et si je calcule la dérivée partielle de chacune de cette fonction-là, chaque dérivée partielle, je vois que à chaque fois que je dérive selon la variable x, ça va nous faire sortir en fait un ln de t. Pourquoi? Puisque vous allez écrire t puissance x moins 1 sous la forme exponentielle. Donc vous allez avoir du exponentiel de x moins 1, le tout multiplié par ln de t. Et lorsque vous dérivez celle-ci selon x, vous allez faire sortir un ln de t devant et récupérer l'écriture t puissance x moins 1. Ensuite, toutes ces fonctions-là, pour tout n, sont toutes continues sur R plus étoile. Donc ça, c'est une des hypothèses du théorème. Normalement, c'est juste sur la dernière, la énième, mais là, vu que c'est vrai pour tout n, on a, pour le même prix, la continuité de toutes les dérivées partielles à tout ordre. La dernière fonction, et même toutes les précédentes pour tout n, sont des fonctions continues par morceaux sur R plus étoile. Il n'y a clairement aucun souci, elles sont même continues suivant la variable t, il n'y a pas de problème. Et enfin, il va falloir démontrer la dernière hypothèse, en fait il en reste encore deux normalement, ça, vous le savez, il y en a 5 en tout dans le théorème du cours, mais les deux vont se démontrer un petit peu de la même façon, c'est-à-dire il va falloir démontrer que quel que soit k compris entre 1 et n-1, la fonction dérivée partielle km de f sur des ronds x à la puissance k est intégrable. Et il va falloir une hypothèse de domination locale sur la dernière des dérivées partielles. Bon, évidemment, ici, ce qui se passe, c'est que comme k et n jouent un rôle totalement identique, puisqu'on va démontrer en fait l'hypothèse de domination pour tout n,
on va pouvoir, par domination, récupérer l'intégrabilité, quel que soit l'ordre de dérivée, à l'ordre k ou à l'ordre n. Voilà. Donc on va avoir une hypothèse de majoration importante et qui doit être bien faite. C'est là-dessus que les correcteurs en général regardent au niveau des concours. Alors, démontrons l'hypothèse de majoration. Bon, ici, je vous avais dit, on a un intervalle ouvert en 0, donc il est assez logique de penser qu'on aura une hypothèse de domination locale. Une hypothèse de domination locale signifie donc que l'on va prendre des réels x dans un intervalle AB fermé, même mieux qu'un intervalle, un segment AB fermé inclus dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini. L'idée est de majorer la dérivée partielle à l'ordre n de f suivant la variable x. Pour cela, on commence à mettre des valeurs absolues, comme d'habitude, et on regarde jusqu'où les valeurs absolues peuvent être enlevées. Elles peuvent être enlevées quasiment de tous les termes, sauf du logarithme. Le logarithme, vous voyez, qui reste en valeur absolue, ici. Alors maintenant, il s'agit de majorer cette fonction positive, cette quantité positive, par une quantité qui ne dépend plus de x. Alors, qui ne dépend plus de x, x se trouve entre a et b. Donc le x minimal c'est a et le x maximal c'est b. La question c'est ce terme-là, qui est le seul terme qui dépend encore de x, il va être inférieur à quoi? Et bien ça, on a l'impression toujours qu'il faut prendre le plus grand des x possible pour que t puissance x moins 1 soit plus petit que t puissance le plus grand des x moins 1. Et bien c'est pas tout le temps vrai. Pourquoi c'est pas tout le temps vrai? Parce que si vous avez un nombre t qui est entre 0 et 1, les variations de cette fonction en x s'inversent et donc il faut majorer t puissance x moins 1 par t puissance 1 moins 1. Ici. Et si jamais t est un nombre entre 1 et plus l'infini, il va falloir majorer par t puissance b moins 1. Donc si jamais t est un nombre entre 0 et 1, vous allez majorer par t à la puissance le plus petit des x entre a et b, moins 1. Et si vous avez un nombre t entre 1 et plus l'infini, la même chose avec donc t puissance b moins 1. On va remettre expression bien visible, voilà, et puis on va continuer. Cette fonction-là, maintenant, elle est indépendante de x. Donc celle-là, je vais l'appeler phi. On va la dire qu'elle dépend de t. Et comme elle agit sur la dérivée n-ième, on va l'appeler phi n. Elle dépend de n, mais c'est pas grave, n est fixé, c'est l'ordre de dérivation qui est fixé. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais démontrer que phi n est intégrable, puisque c'est quand même ça, l'hypothèse de domination, c'est que je peux majorer par une fonction phi n qui est intégrable. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais regarder l'intégrabilité en 0, je vais me placer sur un segment, un intervalle, pardon, 0, 1, et je vais regarder t carré fois phi n de t. T carré fois phi n de t, on avait vu au tout début de la démonstration que ça tendait vers 0 sans la présence du logarithme, puisqu'il y a juste le logarithme qui a été rajouté à la puissance n devant l'expression, mais clairement, toujours par croissance comparée, t carré fois phi n de t tend toujours vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, phi n de t est un petit taux de 1 sur t carré. 1 sur t carré est une fonction intégrable, donc phi n est intégrable également, puisque positive et dominée par 1 sur t carré. Entre 0 et 1, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la fonction phi n, qui je la prends à juste son expression, donc attention, je prends l'expression du coup, l'expression du haut, par rapport à la disjonction k que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un équivalent en 0. En 0, l'exponentielle va tendre vers 1. Donc on va avoir un équivalent qui est ici. On se retrouve ici avec une fonction que je pourrais mettre sous la forme d'une fonction de Bertrand. Donc il s'agit de l'intégrabilité d'une fonction de Bertrand en 0. Souvenons-nous que ce n'est pas au programme, donc il faut redémontrer à chaque fois l'intégrabilité des fonctions de Bertrand. Et pour ça, je vais essayer de me débarrasser de la partie en logarithme. Donc ici, le logarithme ln de t, le tout à la puissance n, vous voyez, j'ai oublié ma puissance de n, est égal en 0 à un petit taux de 1 sur t puissance epsilon, quel que soit epsilon. Donc du coup, ce qui va se passer ici, c'est que je vais pouvoir majorer ma fonction phi n par la fonction suivante. Donc je vais avoir un grand taux de t puissance à moins 1, ça c'est ce que j'avais déjà, multiplié par 1 sur t puissance epsilon, donc j'ai un quotient de puissance de t. Si je remets tout sous la forme d'une fonction de Riemann, je vais avoir du coup un t à une puissance
1 plus epsilon moins 1. Et l'idée ici, c'est de choisir epsilon assez petit, de sorte à ce que 1 plus epsilon moins 1 reste plus petit que 1. Et dans ce cas-là, clairement, je vais pouvoir, par toujours les fonctions de Riemann, me dire que ce majorant ici, c'est bien une fonction de Riemann intégrable, et donc par comparaison, phi n va être intégrable sur l'intervalle 0,1. Finalement, phi n est donc intégrable sur 0,1, 0 exclu, et 1 plus l'infini. Donc, phi n va être intégrable sur 0 plus l'infini. On va donc pouvoir conclure le théorème d'intégration, de dérivation d'une intégrale à paramètres, et finalement affirmer que phi est une fonction de classe C infini sur R plus étoile, et donc que, quelle que soit la dérivée, l'ordre de dérivée n, quel que soit x entre 0 et plus l'infini, ici je vais avoir que la dérivée nème de la fonction gamma va être égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t, le tout à la puissance n, multiplié par t puissance x moins 1 exponentielle de moins t dt. Et voilà donc pour cette démonstration du caractère c infini de la fonction gamma à reporter donc dans votre cours. Voilà, et je vous dis à très bientôt.